ces images, ces scènes de liesse dans plusieurs villes, dont Damas, la capitale. Après l'annonce de la chute du régime de Bachar el-Assad, les rebelles arrivés dans la capitale après une offensive éclair promettent le début d'une nouvelle ère dans le pays. Les groupes rebelles, après leur entrée dans la capitale Damas, appellent les Syriens déplacés à l'étranger à rentrer dans une Syrie libre. Se pose une question, où se trouve Bachar el-Assad? Plusieurs sources indiquent qu'il a quitté la Syrie. Retour sur les informations des dernières heures avec Philippine de Clermont-Tonnerre. Le drapeau de la révolution syrienne brandi sur la place des Omeyyades à Damas. Au milieu, des rebelles encore juchés sur leur pick-up. Un nouveau jour s'ouvre sur la capitale syrienne. Après 50 ans de règne, le régime s'est effondré cette nuit, sans résistance. Sonnés, ses habitants osent s'aventurer dans le palais présidentiel, abandonné. Dans les rues, des véhicules de l'armée et au sol, des uniformes retirés par les soldats. Tout s'est accéléré hier soir. À l'aube, des coups de feu se font entendre dans la vieille ville. Les rebelles assurent avoir ouvert les portes de la prison de Sadnaya, sombre symbole de la répression de la machine bassiste. Bachar el-Assad aurait pris la fuite juste avant que les forces armées ne quittent elles aussi le pays. Quelque temps plus tard, le Premier ministre apparaît à la télévision. Nous sommes prêts à coopérer avec tout leadership choisi par le peuple syrien, en lui fournissant toute l'aide possible pour assurer un transfert sans encombre des différents dossiers gouvernementaux. Pendant que certains célèbrent, d'autres fuient. En témoignent ces scènes à l'aéroport de Damas. Les nouveaux maîtres de la capitale, emmenés par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, s'affichent comme les prochains garants de la stabilité. Avec l'aide de Dieu, la ville de Damas a été libérée. Le régime du tyran Bachar el-Assad a été renversé et tous les prisonniers des prisons du régime ont été libérés. Le centre d'opération demande à tous les frères, aux djihadistes et aux citoyens de préserver tous les biens de l'État syrien. Vive la Syrie libre! Les rebelles appellent les millions de Syriens réfugiés à l'étranger à rentrer dans le pays. À Homs, tombées dans la foulée samedi soir, des scènes qui rappellent celles 13 ans plus tôt de la révolution syrienne. Notre bonheur est immense, il n'a pas de prix. Grâce à Dieu, on n'a perdu personne et personne n'a fait de mal à personne. Nous sommes simplement heureux de notre victoire. Explosion de joie également à Alep, première ville tombée fin novembre aux mains de HTC. Depuis des années, nous résistons, nous endurons, nous tenons bon, nous attendions ce jour, la chute du régime. Alep, mais aussi Dera, Hama et jusque dans la ville kurde de Kamishli au nord. Un même sourire éclaire les mines fatiguées par des années de guerre. Une joie mêlée d'incertitude face à cette nouvelle ère qui s'ouvre pour le pays. Au Liban, dans un communiqué, l'armée a annoncé renforcer sa présence à la frontière avec la Syrie ce dimanche. Quelles sont les différentes réactions dans le pays? Élément de réponse avec notre correspondante à Beyrouth, Clotilde Bigot. Alors il y a évidemment ce million de réfugiés syriens qui aujourd'hui est extrêmement heureux car la fin du régime d'Assad, cela symbolise pour eux le fait de pouvoir rentrer chez eux et de pouvoir quitter le Liban où la plupart vivaient dans des conditions extrêmement difficiles, notamment des gens qui sont très pauvres. Il y a aussi évidemment le Hezbollah aujourd'hui qui a perdu l'un de ses principaux alliés, un allié financier, mais aussi en fait une route de circulation des armes qui venait depuis l'Iran vers la Syrie jusqu'au Liban. Il y a aussi la population libanaise qui aujourd'hui est partagée entre crainte pour le futur, car tout ce qui se passe en Syrie a généralement des conséquences ici au Liban, mais il ne faut pas oublier que le régime d'Assad a eu une forte présence militaire au Liban, a occupé le Liban pendant des dizaines d'années. Et donc, pour les Libanais, c'est aussi une très bonne chose, car cela symbolise la fin d'une ère et la fin d'une des ingérences au Liban. Et l'armée israélienne, de son côté, a annoncé il y a quelques heures déployer des chars et des hommes à l'est, à la frontière du Golan. Plus tôt, elle avait indiqué aider les forces de l'ONU à repousser une attaque en Syrie. Les forces israéliennes ont également mené plusieurs vagues de frappes autour de Damas ces dernières heures. On en parle avec notre correspondant à Tel Aviv, Stéphane Amar. Bonjour Stéphane, quelles répercussions cette chute du régime syrien peuvent avoir sur Israël et quelles ont été les réactions dans le pays ?
Alors on parlait à l'instant au Liban de réactions mitigées, on pourrait dire que c'est un peu aussi le cas ici parce que bien sûr d'un côté on se réjouit de la chute de Bachar al-Assad et surtout de son allié du Hezbollah qu'Israël combat très durement, on le sait au Liban, et on pense que c'est une des conséquences de cette guerre entre Israël et le Hezbollah, car le Hezbollah a été très affaibli par cette guerre contre Israël. On se souvient des beepers, on se souvient de l'élimination de Hassan Nasrallah, et donc il a été affaibli également bien sûr en Syrie. D'un autre côté, c'est aussi l'inconnu qui s'ouvre. Qui sont ces groupes exactement qui vont prendre le contrôle de la Syrie? Quelles réactions vont-ils avoir par rapport à Israël? D'ores et déjà ici, les autorités ont prévenu, elles ne toléreront pas la moindre incursion, la moindre agression de ces groupes envers Israël. Et vous le disiez, il y a déjà eu des opérations de Tsahal pour repousser des attaques contre l'ONU à la zone frontière, et Tsahal désormais se situe dans la zone tampon, prêt à répondre à toute éventuelle agression de ces groupes contre le territoire israélien. Merci Stéphane Amar, je rappelle que vous êtes notre correspondant en Israël. Et comment la minorité kurde vit-elle cette chute de Bachar el-Assad? Nous sommes avec Rodi Melek, réfugiée kurde syrienne. Bonjour, comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est un immense les prisons d'Assad, cette machine de crise et de terreur que la population a pu s'ouvrir ses portes, et les qui sont là depuis une trentaine d'années, il y a des enfants, des femmes, des hommes. On a du mal à entendre Rodi Melek. On va peut-être essayer de vous retrouver peut-être un peu plus tard dans ce journal. Pour la Syrie, on disait c'est la fin d'une ère, celle du clan Assad et du parti Baas, une ère qui fait notamment de répression qui a duré 54 ans. Annabelle Durand. Partout les mêmes scènes, dans les villes et villages conquis par les rebelles. Symboliquement, les statues et les portraits tombent. Hafez le père, puis Bachar al-Assad, le fils au pouvoir depuis près de 25 ans. Après la chute du dictateur syrien, aujourd'hui s'achève le règne sanglant du parti Baas. Bachar al-Assad, étudiant en médecine, est arrivé à la tête du pays par accident après la mort de son frère aîné. Il a été préparé à la succession de celui qui, en 1971, a conquis le pouvoir, son père. Une république héréditaire, sans partage, qui pendant des décennies a muselé, réprimé, enfermé chaque opposant. Les manifestations contre le régime matées dans le sang. Dans la foulée des contestations du printemps arabe, les Syriens réclament la fin du régime. 2011, la répression ouvre la voie à une guerre civile, le chaos et le monstre. L'État islamique qui menace l'Occident. Bachar al-Assad, le tyran, devient soudainement un rempart contre la terreur. Elle se voulait une révolution démocratique, mais en Syrie, elle s'est transformée en conflit armé. Combien de morts? Près de 500 000 selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, et la moitié de sa population déplacée. En 2015, la Russie vient au secours du régime. Bachar al-Assad reste au pouvoir, à la tête du pays, divisé en 4, sous la menace d'une guerre jamais terminée. Si le soulagement domine quand une dictature s'effondre, il ne peut être total si le pays tombe aux mains des djihadistes. Et les réactions suite à la chute du régime de Bachar el-Assad ont été nombreuses. On va les analyser avec notre invité David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour. Bonjour. Avant même les premières annonces de la chute du régime, le Premier ministre syrien, Mohamed Al-Jalali, s'est dit prêt à coopérer avec tout nouveau leadership. Comment on peut interpréter cette déclaration du Premier ministre syrien ? C'est pour éviter la perspective potentielle du chaos, de toute façon, parce qu'il est resté effectivement, il a dit qu'il était aujourd'hui dimanche à son bureau et qu'il attendait les contacts avec les vainqueurs, en l'occurrence le chef de Hayat Tahrir al-Sham, c'est-à-dire Abou Mohamed al-Joulani, qui normalement est celui qui va mettre en place un certain nombre une gouvernance en tout cas, post-Bachar. Une transition avec toutes les incertitudes évidemment sous-jacentes, puisque c'est une situation quand même qui est très, très complexe. Le Kremlin, de son côté, a affirmé que le président syrien avait démissionné de son poste et quitté la Syrie. Est-ce qu'on peut dire que la Russie est le grand perdant de cette chute du régime de Bachar el-Assad ? Il y a deux perdants. Il y a la Russie, ses soutiens, la Russie d'une part, et l'Iran d'autre part. Et celui qui ramasse la mise
pour l'instant, c'est le président Erdogan qui était au courant de l'offensive, à défaut de l'avoir initiée, et qui l'a soutenue d'ailleurs. Parce qu'autour du groupe HTS, il y a une myriade de groupes pro-turcs, justement, turkmènes ou autres, qui sont en quelque sorte ses mandataires à lui, comme le Hezbollah était le mandataire principal de l'Iran. Donc il y a pour l'instant un grand gagnant dans le processus dit d'Astana, qui avait réuni les trois. Et puis on va voir l'évolution de la situation par la suite, parce qu'il y a un risque il y a un syndrome libyen qui plane sur la situation syrienne actuelle. Justement, comment on peut analyser cette déclaration de démission du côté du Kremlin, de Bachar el-Assad ? Oui, ce sont des éléments de langage. De toute façon, le président Poutine était particulièrement irrité par l'incurie, l'incapacité de Bachar el-Assad à reprendre en main la situation. Il pensait probablement pas que c'était aussi désastreux. Et il est d'autant plus irrité que le Kremlin aujourd'hui n'est pas en situation, comme en 2015, de lui sauver la mise. D'ailleurs, il n'a pas pu le faire. Mais le Kremlin est très préoccupé parce qu'il a deux bases très importantes. Une base militaire navale à Tartus et une base aérienne à Meymin, donc en pays alawite, mais dont évidemment le devenir est incertain au regard de l'évolution actuelle de la situation. Le président Trump a également réagi. Il a dit que Vladimir Poutine ne souhaitait plus protéger Bachar el-Assad. Il souhaitait plus et ne pouvait plus, de toute façon, pour une raison simple, c'est que un nombre important des aviateurs qui avaient participé à son soutien pour sauver le régime en 2015, ils sont aujourd'hui sur le front ukrainien. Ils sont plus justement en Syrie. Donc il n'était pas en situation de pouvoir le faire, quand bien même aurait-il souhaité de le faire. Et il a pris acte du fait que de toute façon Bachar était démonétisé. Le président français Emmanuel Macron s'est félicité de la fin de l'état de barbarie, que l'état de barbarie soit tombé. On a même son de cloche du côté de l'Allemagne. On a l'impression que la situation en Syrie était loin des principales préoccupations de l'Europe. Oui, mais ça pourrait redevenir. D'ailleurs, que dans la formulation du président, il y a l'état de barbarie qui fait référence à un livre très, très connu de Michel Serra, justement, qui était l'analyse clinique du système Assad, de la famille Assad. En l'occurrence, il y a notamment dans le fait que les prisons ont été vidées par les vainqueurs, ce qui en soi est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est aussi une source d'inquiétude, parce que dans ces prisons, il y avait des opposants, mais il y avait aussi des djihadistes. Et donc dont des djihadistes européens. Donc il y a évidemment aussi cette inquiétude qui est consécutive à cette situation. On en a parlé il y a quelques instants avec notre correspondant à Israël concernant les frappes notamment de l'armée israélienne. Est-ce que cette chute du régime de Bachar el-Assad peut avoir des conséquences sur le conflit israélo-palestinien ? Pas directement. En réalité, la Syrie était une des pièces de ce fameux croissant chiite, en fait, de l'arc de la dite résistance à Israël, la Moukawama, organisée par l'Iran, et c'est un problème majeur pour l'Iran, parce que la Syrie servait de hub, en fait, pour Téhéran, pour approvisionner le Hezbollah en armes. Et évidemment, c'est une réplique sismique post-7 octobre 2023, ce qui se passe en Syrie. La Syrie était dans l'œil du cyclone, l'œil s'est déplacé et la Syrie s'est retrouvée dans le cyclone, justement, parce qu'une partie des effectifs du Hezbollah qui étaient localisés en Syrie ont été relocalisés justement au Liban dans la confrontation avec Israël, ce qui affaiblit le régime syrien qui se retrouvait seul, sans soutien russe décisif et sans soutien iranien décisif. Merci David Rigoulet-Rose pour ces précisions. Merci. Vous êtes chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci beaucoup. On va retourner du côté de Bruxelles pour retrouver Rodi Melek, réfugiée kurde syrienne. Bonjour, je vous posais la question, comment vous avez accueilli cette nouvelle ? On a accueilli cette nouvelle avec un immense bonheur et on était très heureux de voir le régime Assad finalement enfin de tomber et je veux dire, la deuxième chose que ça a marqué la population, c'est les portes de prison qui sont ouvertes. Ces prisons qui étaient symboles de pression, de torture et terreur contre la population. Finalement, ces prisons sont ouvertes et la population a pu retrouver leurs détenus. Qu'ils n'avaient pas de nouvelles d'eux. Il y en a certains depuis 38 ans, il y en a certains depuis 13 ans. Et ça n'a pas de prix.
Premièrement. Deuxièmement, Assad, il faut pas oublier, le père Assad, le fils d'Assad, ils ont opprimé la population depuis des décennies avec un main de fer. Et nous, les Kurdes, dans cette situation, on a souffert le double, autant que Kurdes et autant que Syriens. Mais par contre, on a pu instaurer certaines autonomies dans le nord de la Syrie. Et ça ne plaît pas ni le pouvoir d'Assad, ni la Turquie. Et la Turquie regarde ça avec un très mauvais œil. D'ailleurs, il a envoyé des fractions islamistes très dangereux pour frapper le système instauré dans le nord de Syrie. Oui, juste une question. Avez-vous des craintes sur l'avenir? On a des craintes au cas où c'est pris dans les mains des extrémistes. Par contre, s'il y a un vrai dialogue démocratique dans un pays laïque, où tout le monde peut se respecter, avoir un discours démocrate, bien sûr, il y a une belle avenir pour la Syrie. Et je souhaite ça à tous les peuples syriens, surtout qu'on a commencé par le nord et ça peut aller jusqu'au sud de la Syrie. Vous avez eu des nouvelles de vos proches ces dernières heures? On a eu des nouvelles de nos proches, on a eu des nouvelles aussi des amis qui étaient en prison et qu'on croyait qu'ils étaient morts. Voilà, c'est tout ça, c'est des sentiments. On est très heureux en même temps, on a des craintes, on a des peurs. On a aussi nos jeunes qui se battent sur les fronts de Manbij contre les groupes islamistes qui sont envoyés par la Turquie. C'est tout ça. On espère vraiment un avenir démocratique, libre pour la Syrie et qu'enfin le soleil puisse venir vers la Syrie. Merci Rodi Malek d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous êtes réfugiée kurde syrienne et vous êtes basée à Bruxelles. Le président élu américain Donald Trump, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de Notre-Dame, a rencontré hier Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron, il a appelé aujourd'hui un cessez-le-feu immédiat et des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. De son côté, Volodymyr Zelensky dit vouloir une paix durable après sa rencontre avec le président américain élu. Prenons à présent la direction de Notre-Dame à Paris. On retrouve notre envoyé spécial, Antoine Delpierre, sous la pluie. Bonjour Antoine. Suite ce dimanche des célébrations liées à la réouverture de Notre-Dame, il y a quelques minutes, la messe inaugurale s'est achevée. Oui, une cérémonie, une messe plus religieuse en ce dimanche de consécration de l'autel en présence toujours de têtes couronnées, de chefs d'État et du président français ainsi que de quelques invités triés sur le volet. Ce que l'on retiendra très certainement au niveau des images, concernant cette réouverture de la cathédrale, ce sont très certainement ces images de Volodymyr Zelensky applaudi à son entrée hier soir pour la cérémonie de réouverture lorsqu'il est entré dans la cathédrale, la présence de Donald Trump, ou bien encore cette lumière particulièrement éclatante sur ces pierres rénovées à l'intérieur de la cathédrale. Pour le reste, peu de badauds aux alentours du périmètre ultra sécurisé installé par les autorités ici sur l'île de la Cité à Paris, là où par exemple on attendait 40 000 personnes hier soir pour la cérémonie de réouverture. Il n'était que 40 000, il faut le dire, vous l'avez compris, que la météo n'est pas tout à fait de la partie. Et quelle est la suite du programme pour ce dimanche, Antoine ? Eh bien, c'est cette messe, la première réouverte véritablement au public à 18h30 heure locale ce soir ici à Paris. Alors ouverte au public de manière restreinte puisqu'il fallait réserver, les places ont été prises d'assaut. Vont s'en suivre au niveau de la semaine d'autres messes plutôt à destination du clergé, des bénévoles du diocèse ou bien encore de ces personnes qui ont participé à la restauration et qui n'ont pas pu pour l'heure entrer encore dans les cérémonies de Notre-Dame de Paris. Et puis véritablement l'ouverture au public de manière pleine et entière, de manière libre et gratuite, ce sera à partir du 16 décembre. Merci beaucoup Antoine Delpierre pour ces informations et merci à Camille Ballan pour ces images. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à TV5 Monde. Passez un bon dimanche sur notre chaîne. À très bientôt.